Le but de cette section est de déterminer les modes de propagation des ondes gravitationnelles et à la rigueur de savoir si ces ondes sont réelles ou simplement une illusion venant d'un choix de coordonnées. Donc on commence par étudier l'équation d'onde qu'on a trouvée la dernière fois en l'absence de source. Donc c'est la propagation qui nous intéresse, ce n'est pas le rayonnement. Donc on peut poser que les sources sont nulles. Et l'équation de propagation est donc celle-ci, en fonction du tenseur de déformation à trace inversée. Bon, pour résoudre une équation comme celle-là, il faut aller en transformée de Fourier. Donc on va définir ici les transformées de Fourier du champ H bar. Donc on a la transformée de Fourier s'appelle AIJ, dépend bien sûr d'un quadrivecteur Q, et donc c'est une transformée de Fourier en 4 dimensions. Donc, rappelons ici que dω, c'est la mesure d'intégration sur l'espace-temps. C'est Minkowski ici, quand même. Et donc, on a le facteur de propagation ici qui, lorsqu'on intègre sur Q, nous donne un signe moins pour la fréquence, donc quand J égale 0 dans cette somme, et un facteur plus pour les positions, comme c'est la convention en physique habituellement. Et bien sûr, on a les coordonnées contravariantes ici et les composantes covariantes du vecteur d'onde. Donc, signalons aussi bien sûr que ce tenseur H bar et J est symétrique dans ces deux indices, donc ça va être la même chose pour la transformée de Fourier qui va être symétrique. Donc quand on applique cette équation d'onde, donc le D'Alembertien sur ça ici, ça va se propager jusqu'à l'exponentielle et le D'Alembertien va faire descendre un facteur moins IQJ et un facteur moins IQJ avec des indices en haut et en bas, donc un facteur moins QJ comme ça, un Q carré. Et donc, ceci étant égal à 0, il faudrait que la transformée de Fourier de AIJ fois QJ soit, non, AIK, pardon, dans ce cas-ci, fois QJ soit nul. Donc, bref, l'équivalent de cette relation devient simplement celle-ci. La solution à ça, c'est simple. Il faut que le carré de Q soit égal à 0, ce qui veut dire que la composante temporelle doit satisfaire cette contrainte en fonction du vecteur d'onde spatial. Et sinon, ça ne pose pas d'autres contraintes sur ça ici. Donc, en fait, la solution à l'équation d'onde elle-même, pour la propagation, c'est simplement cette relation ici. Donc, la transformée de Fourier est donnée par une amplitude qui dépend du vecteur d'onde spatial fois une fonction delta qui impose cette contrainte, QJ égale 0, et une fonction d'Heaviside ici qui va imposer que la fréquence est positive. Donc assez simple comme solution. À cela, il faut ajouter la condition de la jauge de Lorentz. Donc la jauge de Lorentz qui prend cette forme en fonction de H bar et J, quand on en prend la transformée de Fourier, va simplement devenir un produit, une contraction avec le quadrivecteur d'onde ici de AIJ. Donc cette contrainte-là est importante. Donc, en fait, passons directement à cette contrainte, allons-y. La contrainte imposée par la jauge de Lorentz. Écrivons-la au complet de manière explicite. Donc, on va supposer ici qu'on a une onde plane qui est dans la direction Z, qui se propage dans la direction plus Z. Et donc, le quadrivecteur d'onde va avoir la forme suivante, avec donc une fréquence et une composante en Z qui a la même grandeur que la fréquence. Quand on passe aux composantes covariantes, bien sûr, il y aura un changement de signe ici. Donc, supposons cela, et on va supposer ça dans presque la totalité du reste de cette section. Et donc, quand on applique cette condition de jauge de Lorentz à l'amplitude AIJ, on obtient, par exemple, pour J égale 0, on aurait cette contrainte ici. Pour J égale 1, celle-ci. Bref, je change le dernier indice à chaque fois et je me sers du fait que Q0 est égal à oméga et Q3 est égal à oméga aussi. Donc c'est pour ça que j'ai ces conditions. Ce qui fait que dans cette matrice qui comporte 16 éléments, matrice qui est symétrique, donc en fait qui ne comporte que 10 éléments différents, eh bien ces 4 conditions me permettent
d'éliminer 4 de ces variables à partir des 10 qui sont indépendantes, il n'en laisse que 6 qui sont indépendantes. Bref, en se servant de ces conditions et du fait bien sûr que AIJ est une matrice symétrique, on peut établir les contraintes suivantes. Donc par exemple, A00 est égal à moins A30 qui est égal à A03, donc A00 est égal à moins A03, donc on a ça ici, et ainsi de suite pour ces autres contraintes. Ce qui nous permet d'identifier dans la matrice des A 6 composantes que j'ai encadrées ici, qui sont véritablement indépendantes face à la jauge de Lorentz. Maintenant, on peut restreindre encore plus ces composantes en appliquant les difféomorphismes additionnels. On a supposé qu'on avait appliqué les difféomorphismes de manière à pouvoir imposer la jauge de Lorentz. Et donc, l'application de ces difféomorphismes était conditionnelle à la solution de cette équation-là qui déterminait xi. Mais ça nous laisse encore de la liberté pour appliquer des xi supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on pourrait simplement ajouter un difféomorphisme tel que le d'Alembertien de xi est égal à 0. Donc, bref, la solution à cette équation ici n'est pas unique. Elle existe, mais elle n'est pas unique. On pourrait lui ajouter un difféomorphisme qui respecte cette condition et de cette manière appliquer encore des contraintes aux 6 composantes qui nous restent. Donc les difféomorphismes aussi peuvent être décrits en transformée de Fourier, donc je pourrais écrire ou exprimer xi en fonction de sa transformée de Fourier que je vais appeler epsilon j. Donc j'ai la transformée de Fourier, son inverse ici. Et cette contrainte qu'on impose revient sur la transformée epsilon j de xi à imposer ça ici. Donc, bien sûr, on parle encore une fois d'un vecteur d'onde qui respecte cette, pour lequel cette combinaison est nulle, n'est-ce pas? Et donc, ce que cette contrainte signifie, c'est que j'ai 4 composantes epsilon k arbitraires que je peux choisir comme je veux, de manière à imposer 4 contraintes sur ces 6 composantes, ce qui ne laisserait que 2 composantes véritablement indépendantes dans l'onde gravitationnelle. D'accord? Donc, appliquons ces fameux difféomorphismes supplémentaires. Donc, par exemple, les difféomorphismes, donc évidemment, ça s'applique suivant cette règle, n'est-ce pas? Sur h bar ij. Donc, quand je traduis ça dans l'espace réciproque en fonction des transformées de Fourier, eh bien, les dérivés vont prendre un facteur moins i et je vais obtenir plutôt cette loi de transformation selon les difféomorphismes. Donc, je vais appliquer ça à des difféomorphismes qui respectent cette condition. Donc, je vais simplement supposer ici que j'ai des composantes epsilon 0, 1, 2, 3 et j'applique cette relation. Donc, qu'est-ce qui se passe par exemple pour A'00? Donc, A'00 serait, selon ça ici, ce serait A00. J'aurais ici Q0 epsilon 0. Même chose ici, donc j'aurai 2 fois. Et j'aurai ça ici, donc eta 00 c'est 1, donc j'aurai moins i, et j'aurai Q0 epsilon 0 plus Q1 epsilon 1, bref, j'aurai QL epsilon L, mais avec les valeurs de Q qu'on a ici, ça devient simplement oméga fois epsilon 0 plus epsilon 3. Et donc, en additionnant tout ça, avec ça, on se trouve à changer... ici, on soustrait oméga fois epsilon 0. Donc, au lieu d'avoir un 2, j'ai un 1. Puis, je soustrais oméga fois epsilon 3. Donc, j'aurai au total ça ici. Okay. Je peux répéter ce calcul pour les autres composantes qui font partie des 6 composantes indépendantes. Et j'aurai toutes ces relations ici. Okay. Bon, alors... ces relations me permettent, donc je peux choisir donc epsilon 0 et epsilon 3 de manière à ce que ce terme-ci soit l'opposé de celui-ci. Et ce qui me donnerait A'00 égale 0.
Donc je peux faire ça, c'est ce que je fais ici. Je pourrais aussi, en combinant ces deux équations, donc je les additionne, et je choisis epsilon 0 plus epsilon 3, de manière à ce que j'ai ici moins A22 plus A11 sur 2i oméga, ce qui me permet d'annuler la somme de ces deux quantités. Okay? Je pourrais aussi choisir epsilon 1 de manière à annuler cette quantité, comme ça, et choisir epsilon 2 de manière à annuler ça. Okay? Comme ça. Donc, je peux me choisir maintenant un difféomorphisme additionnel de manière à ce que la matrice qui est ici, maintenant, ait la forme suivante. Deux paramètres indépendants. Autrement dit, je me suis arrangé pour que cette somme soit égale à 0. Non, premièrement, les trois composantes ici sont maintenant nulles, parce qu'il s'agit de A01, A02, A00. Ensuite, la trace ici est nulle. Donc j'ai A et moins A. A est une amplitude quelconque. Et vu que c'est symétrique, il me resterait cette composante-là aussi. Donc au fond, j'ai exprimé la déformation sans trace à l'aide de deux paramètres maintenant indépendants. Et j'ai épuisé tous les difféomorphismes possibles. Je n'ai pas d'autre possibilité de simplifier cette expression. Et cette forme du tenseur de déformation, donc, on la qualifie de jauge transverse sans trace. Transverse parce que les composantes non nulles du tenseur sont les composantes perpendiculaires à la direction de propagation, parce que c'est dans la direction 3 ou Z que l'onde se propage, et donc c'est transverse de ce point de vue-là, et c'est sans trace, bien sûr, parce que A moins A égale 0. Et vu que c'est sans trace, il n'y a plus vraiment de distinction entre H bar IJ et HIJ. La trace étant nulle, la déformation à trace inversée est la même que la déformation. Voilà, donc c'est un progrès sensible. On a réduit l'onde gravitationnelle à sa plus simple expression. On peut se définir deux tenseurs de base qu'on appelle E1 et E2. Donc ce sont les tenseurs suivants. 1 moins 1 ici, et 0, 1, 1, 0 au centre. Donc ces deux tenseurs de base forment des bases de polarisation, ce qui veut dire que la solution générale pour une onde allant dans la direction Z serait une combinaison linéaire de ça avec ça. Donc A fois ça plus B fois ça me donne cette expression du tenseur. Si l'onde ne se propage pas dans la direction Z, eh bien, on pourrait appliquer une matrice de rotation. On pourrait appliquer une rotation des axes pour obtenir, à partir du vecteur d'onde 0, 0, oméga, le vecteur d'onde que l'on veut. Et donc, cette rotation des axes, cette matrice de rotation, on pourrait l'appliquer à ces polarisations aussi, bien sûr, comme on l'applique à un tenseur, c'est-à-dire en multipliant 2 fois par la rotation. Et donc, on pourrait produire, pour chaque vecteur d'onde Q, une matrice E1 et une matrice E2. Donc, je devrais appeler ça un tenseur, si vous voulez, un tenseur E1 et un tenseur E2 pour chaque valeur de Q. Et donc, j'aurais pour chaque valeur de Q une amplitude A de Q, B de Q, et je pourrais intégrer sur toutes les valeurs de Q en 3 dimensions possibles, avec ce facteur de propagation, sachant bien sûr que Q0 est donné par la grandeur de Q, donc ce qui fixe la fréquence, et j'aurai donc la forme générale de la propagation de l'onde gravitationnelle dans une combinaison quelconque de vecteurs d'onde. Donc ça, c'est la solution générale la plus réduite que l'on peut avoir. L'analogie de ça en électromagnétisme, ce serait d'écrire le potentiel vecteur comme une intégrale sur Q avec des polarisations qui sont toutes les deux perpendiculaires à la direction de propagation, donc des polarisations transverses, et on aurait aussi 2 polarisations possibles. Bon, ok. Quel est maintenant l'effet du passage d'une onde gravitationnelle sur un nuage de particules, parce que cette onde doit avoir un effet physique, sinon elle n'est pas réelle. On a besoin de connaître l'effet du passage de cette onde sur le mouvement d'un nuage de particules, par exemple. Donc on va supposer qu'on a un nuage de particules, disons une particule initialement au repos.
au repos et l'onde passe dans l'axe des Z, le long de l'axe des Z comme ceci. Et donc, quelle est la conséquence du passage de l'onde sur la particule? Ça se verrait normalement à partir de l'équation du mouvement de la particule. Elle devrait être en chute libre, donc suivre l'équation des géodésiques en présence de l'onde. Donc l'équation des géodésiques, bien sûr, c'est celle-ci. On va poser que la particule est initialement au repos. Donc initialement au repos veut dire que sa quadrille vitesse est initialement donnée par ça. Quand je dis initialement, c'est au temps t égale 0. Donc je suppose qu'elle est initialement au repos, l'onde passe, et là, suite au passage de l'onde, la coordonnée va peut-être changer, c'est ce qu'on va voir. Donc, on écrit l'équation de la géodésique de manière explicite. Donc là, je vais mettre, par exemple, I, je vais remplacer I par 0. Donc, j'aurai U point 0, j'aurai gamma 0 JK, UJ, UK. Et le gamma, le tenseur de Christoffel, ici, le tenseur, le symbole de Christoffel est donné par cette expression que j'ai tirée d'une diapo précédente. Donc, je l'écrirai tout simplement ici, banalement, je ne fais que répéter, fois UJ-UK. Or, justement, dans cette jauge, H00 est nul. Et donc, et H0K aussi est nul. Donc, si je prends, par exemple, je considère ça, n'est-ce pas, UJ-UK. Je sais que si je mets J égale K égale 0, j'aurai quelque chose de non nul, mais si J est différent de 0 ou K est différent de 0, j'ai 0 initialement. Donc là, je regarde cette équation-là, mais au temps t égale 0, n'est-ce pas? Donc, au temps t égale 0, la seule composante non nulle ici, ce serait J égale K égale 0, à cause de cette forme. Et donc, JK égale 0, ben ça c'est nul, parce que je suis dans cette jauge. H0J, ben c'est pareil, donc c'est juste un indice qui est abaissé ou élevé. Dans ce cas-ci, ça revient au même, parce que donc, tout ce qui est le long de ça ici ou ici est aussi nul. Donc ça c'est nul, ça c'est nul. Donc j'obtiens que la dérivée de U0 est égale à 0. Autant t égale 0, bien sûr. Donc c'est un peu embêtant, puisque si la dérivée est nulle autant t égale 0, et que c'est une équation du premier ordre, c'est pas une équation du deuxième ordre, eh bien, la valeur de U va toujours rester constante. Ça va toujours rester égal à 1, 0, 0, 0. Okay? Donc la particule va toujours rester au repos. Ok, donc c'est une indication que le passage de l'onde n'a pas d'effet sur les coordonnées. En fait, c'est une conséquence du choix de coordonnées qu'on a fait et des choix de jauge, mais on serait tenté de croire que l'onde n'a aucun effet sur les coordonnées d'une particule. Et c'est vrai, ça n'a aucun effet sur les coordonnées de la particule. Est-ce que ça veut dire que ça n'a aucun effet sur les particules? Ça, c'est une autre histoire. Mais si on s'arrêtait ici, on pourrait dire « Ah, mon Dieu, ça ne fonctionne pas, l'onde est une illusion, l'onde gravitationnelle n'existe pas. » Mais non, elle existe, parce qu'il faut regarder son effet sur une quantité observable et non pas sur une coordonnée. La coordonnée d'une particule en relativité générale n'est pas une quantité observable. Ce n'est pas un invariant ou quoi que ce soit. Il faut regarder les choses comme des distances, par exemple. Donc, considérons plutôt, encore une fois, notre nuage de particules et appelons lambda la position relative de deux particules. Et posons-nous la question, quelle est la distance entre ces deux particules? Je parle d'une distance 3D, pas un intervalle en 4 dimensions, juste une distance en 3D. Donc, cette distance serait donnée par cette expression. J'ai mis un signe moins ici parce que je veux la distance spatiale. Donc, c'est la partie spatiale du tenseur métrique qui devrait contribuer. Et de toute façon, je suppose que les particules ici sont considérées au même instant. Donc, lambda 0 serait égal à 0. Donc, au fond, c'est juste les composantes spatiales qui vont compter. C'est pour ça que dans l'expression suivante, les indices A et B vont de 1 jusqu'à 3. Elles ne commencent pas à 0. Et j'ai mis ici simplement l'expression du tenseur métrique
en fait, la partie spatiale du tenseur métrique déformée. Alors notez, j'ai un moins ici, et donc j'aurai ici un delta AB, parce que dans le état IJ, la partie spatiale est négative, donc double négatif fait un plus, et j'ai la déformation qui garde son signe, parce que c'est sa définition. Et tout ça multiplie lambda A, lambda B. Bon. Les lambda A sont des coordonnées. On vient de voir, les coordonnées ne changent pas. OK. Par contre, H change suite au passage de l'onde. Donc on va définir ici une nouvelle quantité qu'on appelle zeta, qui est simplement une combinaison des coordonnées avec cette déformation ici. Donc zeta est écrit de cette manière pour que la distance entre les deux particules maintenant prenne cette forme. Okay? Donc évidemment c'est une expression au premier ordre en h, je suppose que h est petit. Donc quand je substitue cette forme là-dedans, j'obtiens bien sûr le delta AB, lambda A, lambda B, bien sûr, et j'obtiens des termes quadratiques en h que je laisse tomber, et des termes linéaires en h qui sont les termes croisés comme ceci. Et ces termes croisés avec les moins une demi, il y en a deux, me finissent par me donner exactement la même chose que ça ici. Donc, les états, eux, ne sont pas constants lors du passage de l'onde parce que HAB n'est pas constant. Voyons voir comment ça se présente dans la première polarisation, donc dans la polarisation E1 ici, d'accord? Donc, le tenseur HAB, la déformation dans cette polarisation serait donnée par une amplitude A. Alors, attention, confusion des symboles peut-être. Ici, c'est une amplitude, ici, c'est un indice. Alors, je suis un petit peu désolé du choix de symbole. Donc, on va supposer que ça se propage dans la direction Z. Donc, j'aurai ici une onde avec un cosinus oméga de Z moins T. Et, vu que j'ai élevé un des indices, ici, eh bien... et c'est un indice spatial, donc il y a un changement de signe, comme dans la métrique de Minkowski, bien sûr, donc j'aurai cette relation ici. Donc HAB est donné par ça. Et donc zeta va changer en fonction de ce truc-là ici. Et donc si je l'écris, zeta serait le lambda, donc là j'écris les trois composantes en même temps, et j'aurai une demi A. Alors le une demi A vient de, bien sûr, j'ai le moins une demi ici, et j'ai ce signe. Et donc j'ai une demi A, cosinus Z de oméga Z moins T, et j'aurai lambda 1 moins lambda 2. Pourquoi lambda 1 moins lambda 2? Parce que bien sûr j'ai dans cette polarisation les signes opposés ici. D'accord? Donc les signes opposés et cette contraction ici font que j'ai lambda 1 moins lambda 2. Donc, effet du passage de l'onde. Sur zeta, eh bien, il n'y a pas d'effet sur la composante numéro 3, parce que ici c'est 0. Okay? L'amplitude de l'onde est ici, donc l'amplitude n'a pas d'effet sur cette partie, cette composante de zeta. Les deux autres composantes vont osciller de manière harmonique avec une phase opposé pour lambda 1 et lambda 2, en raison du signe moins qui est ici. Donc, ceci représente le mouvement, enfin le mouvement, oui, l'effet sur la distance entre les particules. Donc, si j'ai un anneau de particules, par exemple, okay, donc, l'expérience de pensée, je dispose des particules le long d'un anneau circulaire, eh bien, le mouvement d'oscillation causé par le passage de l'onde va être une contraction en X et un étirement en Y, suivi d'un étirement en X et d'une contraction en Y. Donc j'ai ce mouvement de pulsation ici, d'accord, qui se produit lors du passage d'une onde dans cette polarisation E1. Donc c'est réel. L'onde a un effet réel. Elle affecte les distances. Dans la polarisation E2, eh bien, je peux réécrire une formule semblable à celle-ci, mais qui aurait plutôt cette forme. Pourquoi? Parce que E2 est une matrice hors diagonale comme ceci. Donc, quand je calcule la contraction ici, je vais échanger les deux composantes 1 et 2. Et donc, j'aurai ici lambda 1, 2, 3, mais ici, j'aurai lambda 2, lambda 1.
avec un 0 ici. Donc encore une fois, l'onde n'a pas d'effet sur la coordonnée z, ou les distances dans la direction z, qui est la direction de propagation de l'onde, mais va affecter les coordonnées transversales. Alors c'est plus facile ici de considérer les combinaisons zeta1 plus zeta2 et zeta1 moins zeta2, qui sont en fait des modes propres d'oscillation. Donc si je prends cette expression et je combine ici zeta1 plus zeta2, j'obtiendrai ça, et j'aurai la somme de lambda 1 et lambda 2 aussi. Si je fais la différence, eh bien, j'aurai la différence ici, et la différence ici aussi, mais avec un signe moins. Le signe moins provient bien sûr du fait que j'ai échangé lambda 2 et lambda 1 ici. Donc, la somme ici et la différence vont être en antiphase, ce qui correspond à une oscillation un peu comme celle qu'on a présentée auparavant, mais en rotation de 45 degrés, comme illustré ici. Donc j'ai le même truc. Donc j'ai ces deux coordonnées, si vous voulez, c'est pas des coordonnées, mais ces deux variables sont comme à angle par rapport à lambda 1 et lambda 2, à un angle de 45 degrés. Et donc j'obtiens le même patron qu'avant, mais en rotation de 45 degrés. Donc c'est la deuxième polarisation ici, qu'on appelle E2. Donc j'ai deux polarisations. Les polarisations... pourquoi j'en ai deux? Donc une petite parenthèse. On va faire une courte relation avec la mécanique quantique ici. Dans l'onde électromagnétique, j'ai aussi deux polarisations. Le quadrivecteur électromagnétique est un vecteur. Et donc c'est un objet qui, du point de vue spatial, a un spin 1, parce que ça se transforme comme un vecteur. Une particule de spin 1 devrait avoir 3 états de polarisation. Si on pense au photon, par exemple, donc il devrait avoir, en tant que particule de spin 1, 3 états de polarisation, avec Sz égale plus 1, 0 et moins 1. Sauf que le photon, n'ayant pas de masse, se propage à la vitesse de la lumière, donc il n'y a pas de référentiel propre au photon. Donc on ne peut pas se placer dans le référentiel du photon et discuter de la question de ses composantes de spin. En réalité, pour une particule sans masse, il n'y a toujours que deux polarisations de spin possibles. Les extrémités, les extrêmes, c'est-à-dire les polarisations maximales en Sz plus 1 et moins 1 pour le photon en l'occurrence, qui correspondent pour l'onde classique aux polarisations circulaires droite et gauche. C'est ce qu'on appelle les états d'hélicité en physique des particules. Pour l'onde gravitationnelle, pareil, donc j'ai deux polarisations seulement. Pourtant, l'onde est décrite par un tenseur. Et en mécanique quantique, un objet comme ça serait associé à un objet de spin 2 et non pas de spin 1. Cet objet de spin 2 aurait a priori, si c'était une particule massive, aurait en théorie 5 projections du spin, donc de 2, 1, 0, moins 1, moins 2, le long de l'axe par exemple comme Z. En réalité, si l'onde gravitationnelle était quantifiée de manière un peu simpliste, eh bien on aurait uniquement les deux extrêmes, donc plus 2 et moins 2, qui correspondent à ces deux polarisations E1 et E2 qu'on vient d'illustrer. Ok, donc, fin mot de l'histoire, donc les ondes gravitationnelles existent. Ça n'a pas toujours été facile à discerner. Alors, un rappel historique. Einstein a publié sa théorie en 1915. En 1916, il a déjà publié un article qui annonce que les ondes gravitationnelles existent. Et en 1918, il revient, il publie un article plus détaillé dans lequel il identifie 3 polarisations d'ondes gravitationnelles. Que Weyl, un peu plus tard, va identifier comme étant longitudinal, longitudinal, longitudinal transverse, 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 etc. Et Eddington, un peu après, vous vous souvenez, Eddington prétendait être l'une des deux personnes au monde qui comprenait la relativité, c'est pas vrai, mais Eddington a quand même réalisé que de ces 3 polarisations, 2 étaient non physiques, étaient des illusions liées au choix des coordonnées qu'Einstein avait fait. Donc Einstein faisait parfois des erreurs dans sa propre théorie. Il avait identifié des modes factices. Il pensait que c'était des ondes physiques. Donc Eddington a dit qu'il n'y a qu'une seule polarisation physique, c'est la polarisation transverse-transverse.
une polarisation. Plus tard, dans les années 30, Einstein va même réfuter complètement le truc en disant que les ondes gravitationnelles n'existent pas, puisqu'il y a des singularités dans la solution. J'imagine qu'il pensait à une solution de rayonnement d'ondes gravitationnelles. Et cet article va être soumis à Physical Review B, c'était quand Einstein était déjà aux États-Unis, après qu'il ait quitté l'Allemagne. Et l'article a été envoyé à un comité de lecture, essentiellement à une personne qui s'appelle Robertson, qui connaissait bien la relativité générale aussi, et qui est donc l'un des spécialistes de la cosmologie. C'est lui qui a donné son nom à la métrique de Robertson-Walker chez les Américains, mais qui est en fait la métrique de Friedmann-Lemaitre, qu'on va voir au prochain chapitre. Et Robertson a signalé l'erreur. Einstein avait un co-auteur dans cet article qui s'appelait Rosen. Donc Robertson l'a signalé à Rosen et l'article a été refusé, avec une longue explication de la part de l'arbitre, anonyme, bien sûr, parce que, évidemment, ces comités de lecture sont anonymes. Einstein était furieux et il a juré de ne plus jamais soumettre l'article à Physical Review parce que on ne devait pas le traiter comme ça, lui, le grand Einstein, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que à l'époque, dans les années 20 ou même avant, en Allemagne, il n'y avait pas de comité de lecture. Donc, les revues scientifiques avait un éditeur qui lui jugeait, ou sur recommandation de quelqu'un, qu'un article était correct. Donc en fait, il suffisait que l'article soit recommandé par quelqu'un de fiable pour que ça passe comme une lettre à la poste. C'est pour ça que les publications étaient si rapides dans les débuts de la mécanique quantique. On pouvait écrire un article rapidement, envoyer ça à Zeitschrift für Physik ou une revue allemande comme ça pouvait prendre une semaine et ça sortait, c'était imprimé. C'était extrêmement rapide par rapport à aujourd'hui où bien sûr on peut soumettre sur une archive électronique un pré-tirage et ça se fait instantanément, mais avant que la publication soit acceptée, publiée, ainsi de suite, ça prend des mois, souvent. Et donc dans ces circonstances, la mécanique quantique n'aurait pas vu le jour aussi rapidement que ça s'est produit. Et Einstein baignait dans cette atmosphère scientifique allemande où tout était simple. Mais une fois qu'on arrive aux États-Unis, c'était un peu plus compliqué. Donc, il a refusé de publier dans PhysRev après. Et ça, c'est un point d'honneur que, non, cette histoire est connue parce que PhysRev, Physical Review l'a dévoilé et ils se font un point d'honneur. Regardez, on a refusé Einstein et on avait raison de refuser parce que son article était faux. Effectivement. Cependant, l'histoire a encore traîné, pas cette histoire-là, mais en fait la question de l'existence réelle des ondes gravitationnelles, et ça n'a été réglé qu'en 1957, dans la communauté scientifique, il y a eu un grand congrès à Chapel Hill, en Caroline, sur justement les ondes gravitationnelles, et plusieurs arguments ont été apportés, mais c'est finalement Félix Pirani qui a donc confirmé en faisant à peu près ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire en examinant les quantités invariantes physiques, les tenseurs de courbure, etc., que le passage de l'onde avait un effet. Donc, il ne faut pas regarder les coordonnées. C'est toujours un piège en relativité générale. Les coordonnées ne sont pas observables. Il faut exprimer les choses importantes en fonction d'observables, comme des distances, des temps propres, ainsi de suite. Et ça a été aussi, lors de la même conférence, raffiné par Hermann Bondi. Donc, ces deux personnes sont en fait celles qui ont confirmé théoriquement, c'est-à-dire que les ondes gravitationnelles existent. Ce qui reste, c'est un détail, vous allez me dire, c'est de confirmer qu'elles existent vraiment, c'est-à-dire de les détecter.